La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 9 avril 2024. Il s'appelle Ce matin, on s'occupe comme on peut. Un double compte à rebours a démarré pour les marchés actions avant les deux rendez-vous majeurs de la semaine, les chiffres de l'inflation américaine de mars qui sont prévus demain et la décision de la BCE sur ses taux jeudi. Du coup, c'est un petit peu mou du genou en ce moment et en attendant, nous allons parler d'Atos et de l'Occitane, de pastis et de banquiers centraux. Les séances au terme desquelles Atos et Orpea sont les deux plus fortes hausses du SRD parisien sont toujours un petit peu suspectes à mes yeux. En tout cas, elles montrent l'appétit insatiable des investisseurs pour les valeurs spéculatives parce qu'elles peuvent apporter une dose d'adrénaline. Alors évidemment, à côté de ces dossiers, essayer d'investir dans BIC ou dans Orange est à peu près aussi excitant que de regarder de la peinture séchée. On va beaucoup parler d'Atos sur les marchés ce matin, et pas seulement dans cette chronique, parce que le groupe informatique en déconfiture, galvanisé hier par l'intérêt manifesté par Walter Butler, a présenté ce matin son plan de redressement. Et là, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que, compte tenu des besoins du groupe, j'ouvre les guillemets, un accord global de refinancement entraînera une dilution significative des actionnaires existants, fermez les guillemets. C'est ce qui est dit dans le communiqué du jour sans équivoque et c'est ce que nous rappelons depuis longtemps. Quand une société est dans une telle situation, les porteurs de dette prennent toujours le dessus sur les porteurs d'actions parce qu'ils sont juridiquement mieux positionnés, ce qui aboutit toujours à une destruction de valeur pour les actionnaires. Et ça, il faut le garder systématiquement à l'esprit quand vous voulez tenter de tels paris. D'ailleurs, on avait prévenu dès le début sur des dossiers comme Orpea et Casino, on s'était d'ailleurs fait copieusement injurier parfois, mais ça se passe malheureusement la plupart du temps comme ça. En l'espèce, Atos n'a pas annoncé de plan de sauvetage pour l'instant, mais a présenté ses besoins et ses objectifs à moyen terme pour attirer des projets de sauvetage, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pour gérer le court terme, des accords financiers ont été signés avec certaines banques, des porteurs de dette et l'État. Les parties prenantes existantes d'Atos, c'est-à-dire les actionnaires qui sont déjà manifestés pour redresser le groupe, et les investisseurs tiers peuvent soumettre des propositions de financement incluant l'apport de nouveaux fonds d'ici le 26 avril 2024. Ça arrive assez vite. Allez, on quitte Atos pour en revenir sur le parcours des marchés actions hier. L'Europe a rebondi après avoir fort mal terminé la semaine précédente. Les gains ont généralement été compris entre 0,4% pour les marchés les moins dynamiques comme la Suisse, le Royaume-Uni et la Belgique, et 0,9% pour les plus inspirés, en l'occurrence l'Italie, l'Allemagne et la France. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces séances du début du mois d'avril, si ce n'est qu'elles sont coincées entre deux saisons de publication et que l'Europe continue à imiter les circonvolutions de Wall Street. Je vous rappelle que la place américaine avait rebondi assez fort vendredi en dépit de la confirmation que le chemin vers la réduction des taux de la Fed ne sera pas un long fleuve tranquille, et hier, les principaux indices américains ont végété autour de l'équilibre au bout d'une séance soporifique. D'ailleurs, je souligne que les grands indices comme le S&P 500 ou le Stoxx Europe 600 évoluent dans un canal assez étroit depuis les records du 21 mars dernier. Les investisseurs attendent désormais la première salve de résultats du premier trimestre qui est prévue vendredi pour sortir de sous la couette. À moins que les chiffres de l'inflation américaine du mois de mars qui seront annoncés demain ne les forcent à sauter du lit en pyjama pour répondre à un sursaut de volatilité. Car si l'évolution des taux de la Fed a l'air d'être reléguée au second plan, elle reste quand même le principal facteur susceptible de changer la donne en fracturant le scénario boucle d'or. Le scénario boucle d'or, vous le savez maintenant, c'est une économie ni trop chaude ni trop froide qui permettrait de faire coïncider baisse de taux et réduction de l'inflation avec de la bienveillance, des gros câlins et quelques bisous. Pour autant, en attendant la sortie des nouveaux indicateurs, les banquiers centraux américains ont l'air d'être à l'apéro dans un troquet de village. Il y a ceux qui sont relativement sobres et qui continuent à laisser entendre qu'il y aura 3 baisses de taux cette année, ceux qui ont déjà un petit peu taquiné la nisette et qui pensent que 2 c'est déjà pas si mal, et puis on a les bruyants qui en sont déjà à leur 3e pinte et qui se déchirent entre 0 baisse de taux et 4 ou 5. D'ailleurs, les banquiers pas centraux s'y mettent aussi. L'ancien membre de la Fed, James Bullard, reconverti dans le monde universitaire, a conseillé de prendre au pied de la lettre la position de Jérôme Powell et du comité, 3 baisses de taux lui semblent raisonnables. Mais Jamie Dimon, l'influent patron de JP Morgan, a souligné hier dans sa lettre annuelle aux actionnaires de la banque que les conditions économiques actuelles pourraient conduire à une inflation et à des taux plus élevés que ce que le marché pense. Au final, et comme d'habitude, tout le monde a un avis et nous ne sommes pas beaucoup plus avancés. Le dernier pronostic pour la décision de la Fed du 12 juin prochain l'illustre parfaitement, 48,7% de probabilité pour un statu quo et 51,3% pour une baisse de taux. Le marché est donc toujours très partagé.
Ce matin, on parle aussi des discussions sur la rumeur de rachat de l'Occitane par Blackstone. La société de Manosque cotée à Hong Kong pourrait être valorisée 6,5 milliards de dollars. Il est aussi question d'Elon Musk et de sa prophétie selon laquelle l'IA sera plus intelligente que l'humain le plus intelligent dès l'année prochaine. Reste à s'entendre sur le terme d'intelligence, ce qui n'est pas le moindre des problèmes. Du côté de l'Asie-Pacifique, le vert domine avec des hausses de 0,8% au Japon et à Hong Kong, pendant que l'Inde et l'Australie s'adjugent 0,5%. La Corée du Sud et la Chine continentale reculent de leur côté légèrement. Les indicateurs avancés européens, ils sont plutôt hésitants à l'heure où j'enregistre. On passe à l'actu des sociétés en France d'abord avec Biomérieux qui confirme ses objectifs 2024 après une croissance proche de 10% au T1, Total Energy étend son partenariat avec la Sonatrach en Algérie dans le GNL, Bouygues Immobilier prévoit 225 licenciements en raison de l'affaiblissement du marché de la construction notamment dans la promotion, Airbus s'attend à une forte croissance du marché de la maintenance en Amérique du Nord, par ailleurs Spirit Airlines qui est en difficulté retarde la livraison d'appareils de l'avionneur européen. Sonoco Products a signé un contrat d'achat d'électricité pour la production du projet éolien Big Samson d'Engie en Amérique du Nord. Atos cherche donc de l'argent pour restructurer sa dette. Le volume de transactions au comptant d'Euronext est en baisse en mars. Voltalia lance une centrale photovoltaïque au Royaume-Uni et Bastide a remporté un contrat de 10 millions d'euros par an pour une durée minimale de 7 ans au Royaume-Uni. On a aussi Synergy qui s'offre IPA Personal Services en Australie, SQLI qui vend Aston à Thalys Éducation et Intrasense Segerbet qui annonce la certification CE de Myriane 2.12. Global Bioénergie qui dispose de lettres d'intention représentant 70 millions d'euros de chiffre d'affaires pour sa future usine dont la production doit démarrer en 2027 et HRS qui a reçu un financement bancaire de 3,1 millions d'euros pour sa zone de test de station de ravitaillement en hydrogène. Vernia de son côté a émis un emprunt obligataire de 1,5 million d'euros au profit d'Hexagone Conseil qui est non dilutif mais apparemment avec une faculté de remboursement en actions, du coup j'ai pas trop compris. Biofitis lance l'étude clinique de phase 2 avec Bio101 pour déterminer si le candidat peut améliorer la mobilité et la force musculaire des patients obèses. Et enfin Selectis et Mat Pharma présentent des données lors de congrès médicaux. À l'international, à l'échelle européenne, UBS envisage d'échanger sa participation dans Credit Suisse China avec Pékin selon Bloomberg. Fincantieri, le chantier naval italien, enregistre une commande de 4 nouveaux navires de croisière de la part de Norwegian Cruise et Shell envisage toutes les options, y compris une cotation à New York, a appris Bloomberg. HSBC de son côté vend ses activités en Argentine à Galicia pour 550 millions de dollars. BP étant pourparlers pour céder une partie de ses actifs pétroliers et gaziers à Trinidad et Tobago selon Reuters et ISS recommande aux investisseurs de Telecom Italia de confier un nouveau mandat à son administrateur délégué. Du côté de l'Amérique du Nord, Eli Lilly lance la construction d'une usine en Allemagne pour augmenter la production de médicaments amaigrissants. Chevron cède ses parts dans le champ gazier de Myanmar à la junte et à la société thaïlandaise PTTEP et Applied Materials pourrait reporter voire annuler la construction d'un centre de R&D californien valorisé 4 milliards de dollars selon le San Francisco Chronicle. Tesla a réglé à l'amiable un litige concernant un décès lié à son autopilote et Accenture a réalisé l'acquisition d'Axis en Espagne. Du côté de l'Asie-Pacifique, Blackstone est donc sur le point de conclure un rachat de l'Occitane côté à Hong Kong, a rapporté Bloomberg. Bain Capital a vendu 429 millions de dollars d'actions de la banque indienne Axis Bank. Shin-Etsu Chemical va investir 545 millions de dollars dans une usine de matériaux pour puces électroniques et Pegatron est en pourparlers avec le groupe Tata pour une coentreprise en Inde. Côté agenda des publications, on n'a pas grand chose aujourd'hui. Unite, Public Power Corporation et Kaufman & Broad. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir en préouverture. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.